Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technologie absolument révolutionnaire qui a le potentiel d'être adoptée dans la majorité des applications Web3 et même Web2. J'essaye vraiment pas de vous vendre du rêve en disant ça. Aujourd'hui, la plupart des géants comme Google, Nvidia, Microsoft, Intel et IBM font des recherches et développent des solutions à ce sujet. Il y a véritablement des centaines de chercheurs qui travaillent sur cette technologie et une bonne partie de ces chercheurs travaillent aujourd'hui dans des entreprises qui ont pour but d'amener cette technologie dans le Web3 et dans l'IA. On a même des acteurs comme Vitalik Buterin, qui est, je le rappelle, le créateur d'Ethereum et donc le précurseur de tout le Web3 que nous connaissons aujourd'hui, qui s'y intéresse fortement. Si vous en avez pas encore entendu parler jusqu'à présent, c'est parce que c'est une technologie qui vient tout juste d'être assez mature pour être utilisée et qu'elle peut paraître assez complexe aux premiers abords. C'est en fait une technologie de cryptographie autour de la confidentialité des données qui peut avoir un impact conséquent dans les plus grosses industries du monde, comme la finance, la santé ou l'intelligence artificielle. Cette technologie a réellement des caractéristiques uniques et ultra innovantes, dont par exemple la résistance aux attaques quantiques ou le fait qu'elle puisse être conforme niveau régulation, ce qui peut vraiment la placer comme un standard qu'une grande partie des projets Web3 pourront adopter et qui pourrait aussi être imposé comme une norme dans la plupart des applications Web2 que nous connaissons. Mais qu'est-ce que c'est que cette foutue technologie? D'où elle sort? Quels sont les leaders du domaine? Quels sont concrètement ses cas d'utilisation? Quels sont les projets Web3 majeurs de ce narratif? Toutes ces questions, on y répondra dans cette vidéo, et à la fin de la vidéo, on verra s'il y a des opportunités d'investissement à saisir. Cette vidéo m'a vraiment pris un temps de fou à faire, car j'ai voulu vous faire un tour d'horizon ultra complet de cette technologie, qui est assez vaste et complexe, et que personne n'a encore trop vulgarisé. Donc si vous voulez soutenir mon travail, surtout pour cette vidéo en particulier, ça m'aiderait vraiment si vous pouviez la liker, la commenter, la partager à vos potes, et bien sûr, à vous abonner à la chaîne, c'est ça qui encourage le plus. Merci beaucoup à ceux qui le feront. La technologie dont on va parler dans cette vidéo concerne le secteur de la confidentialité de la donnée. Et vous allez voir que ce qu'elle permet peut vraiment donner un nouveau souffle au Web3, à l'IA et même au Web2 en général. Mais avant de vous expliquer précisément ce qu'est cette technologie et pourquoi elle est nécessaire et ultra pertinente, c'est important de comprendre le contexte actuel et quelles sont les problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui. On peut commencer par un petit bond dans le passé. Faut savoir qu'à la base, Internet était géré par le protocole HTTP qui permet de communiquer sur le web avec des données non chiffrées. Mais depuis, c'est le protocole HTTPS qui l'a remplacé, car il permet de chiffrer les données et donc il garantit une meilleure sécurité. C'est pour ça que vous voyez sur le début des URL des sites l'acronyme HTTPS. Malheureusement, c'est pas ça qui a empêché tout un tas de scandales autour de fuites de données dans les dernières années. Le cas le plus connu, c'est sûrement l'affaire Cambridge Analytica, où en 2018, ça a été révélé que la société de consulting politique Cambridge Analytica avait illégalement récupéré les données de millions d'utilisateurs de Facebook, donc sans leur consentement, tout ça pour essayer de manipuler les élections américaines de 2016 en ciblant les utilisateurs avec des publicités spécifiques pour influencer leur vote. Et il y a vraiment eu tout un tas d'autres affaires de ce type. En 2018, il y a par exemple Google qui a découvert une faille sur Google+, qui a permis d'exposer les données privées de plus de 500 000 utilisateurs. À cause de ça, Google a dû fermer définitivement son réseau social Google+ en 2019. Et ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Imaginez maintenant le nombre d'affaires de ce type, sûrement même pire, qu'on n'a pas encore découvertes. Imaginez si même des sociétés comme Google ou Facebook, qui ont parmi les meilleurs ingénieurs du monde, arrivent à laisser passer des failles de sécurité pareilles. Donc tout ça montre vraiment à quel point le Web 2 comporte encore des lacunes en termes de protection des données. C'est d'ailleurs ça qui a par exemple conduit l'Europe à lancer le règlement général sur la protection des données, connu sous l'acronyme RGPD, mais il ne résout clairement pas tous les problèmes. Si j'insiste autant sur les problèmes du Web 2 et non uniquement du Web 3, c'est que vous verrez que la technologie dont je parle dans cette vidéo est tellement puissante qu'elle peut avoir autant d'impact dans l'un que dans l'autre. Mais vous inquiétez pas, le reste de la vidéo sera complètement centré sur le Web 3. D'ailleurs, en parlant du Web3, là on va être sur un problème assez différent, car les blockchains sont public by design, donc toutes les données qu'on retrouve sur les blockchains sont accessibles par n'importe qui. Mais ça, c'est pas tant un choix de conception, c'est pas vraiment une fonctionnalité, c'est surtout que c'est une caractéristique obligatoire des blockchains si on veut pouvoir arriver à un consensus de manière décentralisée. Et ça, ça fait qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut faire sur une blockchain. Ça empêche littéralement tout un tas de cas d'utilisation, et ça empêche aussi par exemple les grosses entreprises ou les institutions de développer des solutions sur des blockchains publiques. On s'en rend peut-être pas trop compte encore aujourd'hui que c'est problématique que tout soit visible, mais le jour où il y aura des outils d'analyse on-chain hyper développés qui permettront de retracer facilement un profil et des wallets entre eux, je suis pas sûr que vous ayez envie que tout le monde puisse savoir combien d'argent vous avez et quel shitcoin honteux vous avez acheté. Car oui, la confidentialité, c'est pas juste pour les bandits et les terroristes. C'est normal que tout le monde ne puisse pas savoir ce qu'on a sur son compte en banque, ou les messages qu'on envoie sur nos réseaux sociaux, ou pour qui on vote, ou ce qu'il y a noté sur notre carnet de santé. Il y a plein de cas d'utilisation pour lesquels la confidentialité des données est nécessaire et où c'est juste impossible en l'état actuel des blockchains. Mais vous commencez à me voir venir, si je vous parle de tout ça,
c'est que la mystérieuse technologie dont je vais vous parler dans cette vidéo peut résoudre tous ces problèmes, et même plus encore. Cette fameuse technologie, vous l'aurez déjà vu dans le titre et sur la miniature, c'est le FHE. FHE, c'est en fait l'acronyme de Fully Homomorphic Encryption, qu'on peut traduire par chiffrement homomorphe. Et donc ce FHE, c'est une technologie qui permet d'effectuer des calculs sur des données chiffrées sans jamais avoir besoin de les déchiffrer, donc sans jamais avoir besoin de révéler vos données personnelles. C'est vraiment ça le principe fondamental de cette technique cryptographique. Et ça s'appelle comme ça, car des calculs homomorphes, c'est justement le terme utilisé pour désigner des calculs sur des données chiffrées. Le FHE, c'est donc une forme de chiffrement qui utilise des concepts mathématiques et cryptographiques pour pouvoir traiter des données chiffrées et produire un résultat sur ce traitement de données qui serait exactement le même que si les données n'avaient jamais été chiffrées. Si c'est encore un peu obscur pour vous, on va prendre l'exemple de ChatGPT. Si on rajoute de la technologie FHE sur ChatGPT, ça fait que vous, en tant qu'utilisateur, rien ne change. Vous allez toujours pouvoir rentrer votre prompt comme à votre habitude. Sauf qu'au moment où vous allez soumettre le prompt, ce dernier va être chiffré pour qu'OpenAI n'ait aucune idée de ce que vous avez écrit. Et c'est là que la magie rentre en jeu, car grâce au FHE, OpenAI va quand même pouvoir effectuer les calculs sur vos données, mais sans jamais y avoir accès. En d'autres termes, OpenAI va pouvoir faire tourner ses algorithmes de machine learning sur votre prompt sans jamais le connaître. Et la réponse qu'OpenAI va produire sera donc elle aussi chiffrée. Et cette réponse sera déchiffrée uniquement lorsque vous la recevrez, pour que seulement vous en ayez connaissance. Donc le FHE, c'est une technologie qui va chiffrer les données de bout en bout. De l'envoi de vos données à la réception de la réponse, absolument tout est chiffré. Et le service de l'entreprise que vous utilisez n'aura jamais connaissance de vos données. C'est ça qui permet de garantir une confidentialité absolue et de ne laisser passer aucune faille de sécurité. Faut bien comprendre que ça, c'est totalement impossible de le faire avec les techniques de chiffrement actuelles. Aucune technologie à part le FHE ne permet de faire des calculs sur des données chiffrées. Aujourd'hui, les techniques de chiffrement ne permettent que de chiffrer les données lorsqu'elles sont en transit ou lorsqu'elles sont stockées. Mais dès qu'on doit effectuer des calculs sur ces données pour des cas d'utilisation d'IA par exemple, ou dès qu'on doit faire le moindre truc avec ces données de manière générale, on doit les déchiffrer. Et donc les entreprises derrière les services qu'on utilise ont un libre accès à toutes ces données. Le FHE, c'est donc en quelque sorte la technologie de cryptographie ultime pour la protection et la sécurisation des données. Et donc en plus d'instaurer un nouveau niveau de sécurité, le FHE développe une quantité énorme de cas d'utilisation blockchain qu'il était avant impossible de faire. Mais on reviendra dessus un peu plus tard dans la vidéo. Pour les quelques curieux qui veulent approfondir la technologie derrière le FHE, je vous mets en description quelques ressources. On peut quand même noter que ce concept de chiffrement homomorphe n'est pas tout récent. La première fois qu'on en a entendu parler, c'était dans les années 70, mais il a fallu attendre 2009 pour que le doctorant américain Craig Gentry rédige une thèse hyper novatrice qui proposait un schéma qui rende le FHE utilisable, mais de façon très laborieuse et très lente. Depuis, il y a eu de nombreuses recherches qui ont été menées sur cette primitive cryptographique pour l'optimiser, la rendre plus pratique et plus rapide, l'intégrer dans des services de cloud, dans des librairies. Et parmi ces avancées, il y en a même qui ont été menées par de très grosses entreprises, car la plupart des géants de la tech s'intéressent déjà à cette technologie depuis plusieurs années. On a par exemple Microsoft qui a développé SEAL pour Simplified Encrypted Arithmetic Library, qui est une librairie open source pour le FHE écrite en C++. Le but est donc de permettre aux développeurs d'utiliser cette librairie pour créer des services de computation, de stockage sur des données chiffrées. Dans la même veine, on a IBM qui a développé ELIB pour Homomorphic Encryption Library, qui est aussi une librairie pour pouvoir utiliser le FHE, et ils ont récemment développé HAlayers, qui offre une couche d'abstraction supplémentaire pour rendre l'utilisation du FHE encore plus accessible. On peut aussi parler de Google qui a lancé son compiler toolchain pour le FHE appelé EAR, pour Homomorphic Encryption Intermediate Representation. Donc c'est une sorte de boîte à outils que peuvent utiliser les développeurs et les chercheurs en FHE pour créer des solutions qui peuvent être mises en production. On a également Intel qui a développé HE pour Homomorphic Encryption, qui est aussi une librairie open source qui fournit une implémentation des primitives FHE pour les FPGA d'Intel. Et allez, pour finir, on peut citer Nvidia qui a créé ArtIREX, qui est un framework qui permet d'apporter la technologie FHE sur du code en C++. Mais en plus de ces mastodontes de la tech qui se sont toutes mises à développer des solutions autour du FHE, il y a une autre entreprise qui a récemment émergé et qui a fait des avancées fracassantes dans la FHE, notamment dans les domaines d'utilisation de la blockchain et de l'IA, et cette entreprise, c'est Zama. Zama, c'est une entreprise française de cryptographie qui travaille sur des technologies FHE open source autour de la blockchain et de l'IA. Il faut bien comprendre que Zama, c'est une entreprise de recherche de très haut niveau, et ce sont eux qui ont réellement permis au FHE de faire un bond en avant dans les dernières années dans ces domaines.
En fait, cette vidéo, j'aurais pu complètement la centrer uniquement autour de ce projet, mais vu que je voulais parler aussi du FHE d'une manière un peu plus générale, car c'est un concept très nouveau, je ne l'ai pas marketé comme une vidéo sur Zama au niveau du titre et de la Minia. Mais voilà, comprenez bien que cette vidéo, c'est presque une vidéo dédiée à Zama. Et donc Zama, c'est un projet qui travaille depuis 2020 sur cette primitive cryptographique pour la mettre en production pour des cas d'utilisation autour de la blockchain et de l'IA. L'IA va prendre de plus en plus de place dans nos vies, et pas juste avec ChatGPT. Donc on va devoir lui confier de plus en plus de données personnelles sur lesquelles on a envie de garder une certaine confidentialité. Donc clairement, ça fait sens de mettre du FHE là-dessus. Mais ce qui est intéressant de se demander, c'est pourquoi cette entreprise qui fait de la recherche sur le FHE, qui n'est absolument pas forcément une techno Web3, a décidé de concentrer ses solutions FHE particulièrement sur la blockchain. En fait, c'est assez logique. Quand on pense aux cas d'utilisation d'IA ou de réseaux sociaux par exemple, ça va être uniquement les entreprises comme OpenAI ou Facebook qui auront théoriquement accès à toutes vos données. Mais sur la blockchain, absolument toutes les données sont publiques et visibles par tout le monde. Donc avec le FHE, on va pouvoir chiffrer les données sans que ça impacte de quelconque façon le fonctionnement des smart contracts ou le consensus entre validateurs. Et donc le FHE va rendre possible l'entièreté des cas d'utilisation qui nécessitent à un moment que certaines de nos données ne soient pas divulguées aux yeux de tous, et ça représente vraiment beaucoup de cas d'utilisation. Mais la blockchain est un go-to-market parfait pour le FHE pour deux autres raisons supplémentaires. Faut savoir que les calculs homomorphes sont très complexes, donc ils demandent énormément de puissance de calcul. Et donc ça fait que pour l'instant, c'est pas le truc le plus rapide du monde, et ça coûte très cher à utiliser. Mais ça tombe bien, car sur la blockchain, les utilisateurs sont déjà habitués à payer pour faire des transactions. Donc ils seraient pas choqués de devoir payer pour avoir en plus de la confidentialité. Et pour finir, la dernière raison, un peu moins terre à terre, c'est que le Web3 est un milieu où l'innovation est exaltée, où les avancées technologiques se font beaucoup plus rapidement que dans le milieu du Web2. Donc c'est l'endroit parfait pour développer une nouvelle technique de cryptographie révolutionnaire qui a besoin d'avancer vite. Avant Zama, c'était tout simplement impossible d'implémenter la technologie FHE sur la blockchain. Ils ont vraiment créé un nouveau marché. Zama, c'est une entreprise de deep tech qui a passé 3 ans à faire de la recherche et du développement pour mettre en production une technologie qui n'existait pas avant. Et pour arriver à mener à bien un projet pareil, il fallait évidemment lever des fonds, et pour convaincre des investisseurs de les financer, alors que pendant 3 ans ils n'allaient pas engranger un seul dollar et rien faire à part de la R&D, il fallait une équipe monstrueusement crédible. Zama, c'est un projet qui a été cofondé par Rand Indy, un vrai crack de l'entrepreneuriat. Il a par exemple créé l'entreprise d'intelligence artificielle Snips, qu'il a revendue à Sonos juste avant de créer Zama. Il est aussi investisseur dans plus de 60 startups assez deep tech et très techniques, car Rand Indy est avant tout un passionné de technologies complexes que personne ne comprend. C'est d'ailleurs en s'intéressant au FHE à travers le sujet de la confidentialité liée à l'IA avec son entreprise Snips il y a plus de 8 ans, qu'il a rencontré Pascal Pellier, l'autre cofondateur de Zama. Faut savoir que Pascal Pellier, c'est un ponte dans le chiffrement homomorphe. C'est un grand cryptographe qui travaille sur ces sujets depuis plus de 30 ans. Et c'est entre autres lui qui a permis de rendre le FHE bien plus scalable et plus facilement utilisable. Et donc suite à la revente de Snips, Pascal a proposé à Rand de créer ce banger qu'est Zama. Et depuis, l'équipe a bien grandi. Aujourd'hui, Zama c'est plus de 70 personnes, dont la moitié qui sont doctorants et qui font partie des meilleurs chercheurs du monde dans le FHE. Ça fait qu'actuellement, un chercheur sur 10 sur le FHE dans le monde travaille chez Zama, ce qui en fait tout simplement la plus grosse équipe de recherche sur le FHE au monde. Et d'après Rand, c'est clairement le fait d'avoir Pascal en cofondateur, qui est l'équivalent de Yann Lequin pour le FHE, qui a permis de convaincre autant de chercheurs de rejoindre l'équipe. Donc bon, entre le niveau des fondateurs et le niveau de l'équipe de manière générale, ça n'a pas été très dur de lever des fonds. Ils ont enchaîné quelques levées de fonds à plusieurs millions, et ils ont récemment annoncé leur série A, pour laquelle ils ont levé 73 millions de dollars auprès de Multicoin Capital. C'est donc grâce à cette équipe de choc qu'ils ont réussi à devenir le premier projet au monde à créer une technologie vraiment complète dans ce domaine, qui fonctionne réellement, tout en étant performante et sécurisée. Et maintenant, on va voir un peu plus concrètement quelles sont les solutions qu'ils ont développées. Pour commencer, on peut parler de leur produit phare qu'ils développent depuis 4 ans maintenant, appelé TFHIRS. TFHIRS, c'est une librairie open source écrite en langage Rust que n'importe qui peut télécharger sur GitHub et qui est utilisable avec le langage Rust mais aussi avec du C et du Wasm. Le but de TFHIRS, c'est d'offrir aux chercheurs et développeurs une librairie facile à utiliser, complète et performante pour utiliser toutes les fonctionnalités avancées du FHE que je suis en train de vous afficher à l'écran. Cette librairie, c'est vraiment la base de toutes leurs autres technologies. C'est vraiment le cœur de la technologie de Zama. Zama a également développé Concrete, qui est un compilateur open source qui permet de convertir du code Python en des programmes FHE à l'aide de la librairie TFHIRS. Le but de Concrete, c'est donc aussi de simplifier l'utilisation de programmes FHE pour divers cas d'utilisation, et c'est d'ailleurs sur ce framework qu'a été construit ConcreteML. ConcreteML, c'est un framework basé sur Concrete et sur TFHIRS qui a pour but de simplifier les cas d'utilisation de machine learning qui utilisent le FHE. Concrete
ScriptML va permettre de transformer automatiquement des modèles de machine learning dans leurs équivalents FHE en utilisant des API bien connus. Grâce à ça, on va pouvoir entraîner des modèles de machine learning sur des données chiffrées, ou encore faire de l'inférence de façon privée, donc en gardant nos données confidentielles, tout comme on a vu plus tôt dans la vidéo avec mon exemple avec ChatGPT. Et pour finir, la solution de Zama qui va le plus intéresser les développeurs blockchain et donc les utilisateurs du Web3, c'est la FHEVM. La FHEVM de Zama, comme son nom l'indique, c'est une machine virtuelle EVM compatible qui intègre la technologie FHE. En gros, ils ont pris la machine virtuelle d'Ethereum, ils ont rajouté une fonction qu'on appelle un precompile, et ce precompile, c'est justement leur librairie TFHRS, donc la FHEVM, c'est une genre d'extension de l'EVM. Ce qui est très puissant, c'est que les développeurs ont juste à prendre l'EVM qu'il y a sur leur blockchain existante, et y rajouter très simplement ce precompile, sans rien modifier d'autre, et sans que ça ait un quelconque impact sur leur blockchain ou sur les applications existantes. Et grâce à ça, leur blockchain EVM pourra supporter des smart contracts avec des fonctions de confidentialité grâce au FHE. Zama a vraiment travaillé pour que cette intégration soit la plus simple possible, pour que ce soit accessible par n'importe quel développeur de smart contracts, et qu'il puisse ensuite utiliser la technologie FHE très facilement, tout en continuant d'écrire du code en Solidity. Cette FHEVM permet donc tout un tas de nouvelles applications qui étaient avant impossibles de faire sur la blockchain, comme la tokenisation d'actifs privés, le vote sur la blockchain, ou encore l'identité décentralisée. Mais on reviendra sur tous les cas d'utilisation un peu plus tard dans la vidéo. Cette technologie va également permettre à de grosses entreprises et à des institutions d'utiliser des blockchains publiques beaucoup plus simplement. Car aujourd'hui, il y a des débats autour de la pertinence des blockchains privées, car les entreprises doivent gérer tout un tas de données de clients qu'elles ne peuvent pas divulguer sur une blockchain publique. Mais grâce à la FHEVM, on peut avoir le meilleur des deux mondes. Donc les entreprises pourront par exemple aller sur Ethereum pour bénéficier de toute leur innovation technologique, de tous les faits de réseau et de toute la liquidité, tout en gardant les données de leurs clients confidentielles grâce au FHE. Et bien sûr, il y a également tout un tas de projets blockchain qui commencent à s'intéresser à cette technologie, dont certains qui ont déjà levé des fonds, mais ça pareil, on en reparlera plus spécifiquement dans une autre partie de la vidéo. Je suis pas rentré trop dans les détails du fonctionnement précis de chaque solution, car c'est ultra technique, mais si vous voulez creuser, je vous mettrai des liens de la documentation et du GitHub en description. Un autre élément que je trouve ultra important à savoir sur la tech de Zama, c'est l'aspect conformité réglementaire que le FHE peut permettre. On a bien vu que le gouvernement détestait l'anonymat, c'est pour ça que les trucs type Monero et toutes les solutions de confidentialité actuelles sont extrêmement mal vues et sont même bannis par les régulateurs. En fait, ce que va rendre Monero anonyme, c'est qui a fait le transfert à qui, mais pas le montant. Et ça, l'État ne supporte pas le fait de ne pas pouvoir retracer les personnes. Alors que le FHE, c'est l'inverse. Les personnes ne sont pas anonymes. On sait qui a fait le transfert à qui, par contre, c'est le montant du transfert qui n'est pas dévoilé. Comme ça, si l'État veut savoir pour X ou Y raison le montant du transfert, il sait à qui demander. Et là tout de suite, on change de paradigme dans la confidentialité niveau blockchain. Ça change vraiment tout. Et la cerise sur le gâteau, c'est que la FHEVM est complètement programmable, ce qui signifie qu'on peut rajouter une ligne de code qui peut définir si on veut que tel ou tel acteur puisse avoir accès aux données chiffrées. En gros, normalement, si tu fais une transaction FHE, il n'y a que toi et celui qui reçoit la transaction qui connaît le montant, car tout le reste est confidentiel et personne ne peut le voir en examinant la blockchain. Mais avec ce système, en une seule ligne de code, on pourrait dire que le régulateur ou n'importe quelle institution, il pourrait également avoir accès par défaut au montant de ses transactions, donc aux données chiffrées. Et ça aussi, c'est vraiment game changer niveau conformité réglementaire. Zama a donc vraiment réussi à faire passer la technologie FHE à la vitesse supérieure, et même au sens littéral du terme. Avant ça, le FHE c'était très lent, impossible à utiliser sans être chercheur en FHE, et c'était évidemment inutilisable que ce soit dans les domaines de la blockchain ou de l'IA. Mais comme on vient de voir, Zama a rendu ça hyper accessible. La vision de Zama, c'est le fait qu'aucun utilisateur n'ait jamais à s'occuper des questions de confidentialité, car ce serait par défaut dans les applications qu'ils utilisent. Ils pensent que c'est aux développeurs de se préoccuper de ça, c'est pour ça qu'ils font tout ce qui est possible pour leur prémâcher un maximum le travail. Le endgame de Zama, c'est que le FHE soit intégré de base à tous les sites, toutes les applications. Que de la même façon qu'on est passé de HTTP à HTTPS pour ajouter de la sécurité aux données, on passe ensuite de HTTPS à HTTPZ pour chiffrer les données de bout en bout, donc même pendant les calculs sur les données, pour avoir la sécurité maximale. Car oui, l'ambition de Zama avec cette technologie, c'est de déployer le FHE à l'échelle d'Internet. Je vous laisse jeter un œil aux 4 étapes de leur master plan par lequel ils comptent y arriver. Évidemment, pour accomplir cette ambition immense, il y a encore quelques étapes à traverser, et Zama a encore de belles choses à livrer. Ils doivent encore mettre leur FHEVM en production, essayer de la rendre peu à peu compatible avec le plus de hardware possible, donc des CPU, des GPU, etc. D'ailleurs, un des focus de Zama, c'est justement d'améliorer la scalabilité du FHE, car c'est aujourd'hui peut-être le plus gros challenge et le plus gros frein à son adoption. Comme on a vu, le FHE ça coûte très cher, il a besoin d'énormément de puissance de calcul, donc quelque chose qui pourra beaucoup aider à ça, c'est quand ils obtiendront des ASICs spécialisés pour le FHE. Les ASICs, ce sont des circuits intégrés, donc du matériel informatique spécifique à une application. On connaît ça dans le domaine de la blockchain, notamment avec
avec les ASICs qui sont spécialisés pour le minage de Bitcoin. Mais Zama veut également développer d'autres produits, comme le FHE coprocessor. Donc tout comme on a des ZK coprocessors qui vont servir à des projets à externaliser des calculs ZK, les projets vont aussi pouvoir sous-traiter des calculs FHE grâce à cette nouvelle forme d'architecture, ce qui rendra la technologie FHE encore plus facile à intégrer à de nouvelles blockchains. À ce stade de la vidéo, il y a peut-être une question qui vous trotte dans la tête. En tout cas, moi, c'est une des premières questions que je me suis posée. C'est quoi la foutue différence avec la technologie Zero Knowledge? Ça fait 2 ans qu'on nous bassine avec le fait que le ZK permet de faire de la privacy, et maintenant on nous parle de FHE. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Déjà, pour ceux qui sont vraiment largués, je rappelle que le ZK, acronyme de Zero Knowledge, c'est une technique qui permet de prouver quelque chose sans dévoiler les données qui t'ont permis de le prouver. Mais du coup, pour faire ça, il y a un composant de la technologie ZK qui s'appelle le prover, qui lui a besoin de voir toutes les données pour prouver que des transactions ont bien été exécutées correctement. Donc au final, c'est un peu comme dans le Web 2, où il y a une entreprise centralisée qui voit toutes les données. Après, on peut noter qu'il y a des projets comme Aztec ou Aleo qui font des recherches pour résoudre ces problèmes, mais pour l'instant, on n'y est pas encore, il n'y a encore rien qui marche vraiment. En plus, ils ont plein de contraintes, comme le fait d'avoir besoin d'un nouveau langage de programmation pour les smart contracts, alors que comme on a vu avec le FHE, on peut simplement garder le Solidity. Et globalement, ces technologies de ZK Privacy sont beaucoup plus complexes. En fait, aujourd'hui, la technologie ZK est surtout utilisée pour ses propriétés de scalabilité, car les preuves Zero Knowledge sont succinctes, ce qui permet de vérifier les preuves au moindre coût. Donc tous les fameux ZK Rollup que vous connaissez, comme ZK Sync, Snarknet, Linea, etc., pour l'instant, ils n'ont de ZK que le côté scalabilité, mais ils n'ont rien niveau confidentialité. Après, je suis d'accord que le terme Zero Knowledge, ça rend pas le truc hyper intuitif. Mais du coup, on pourrait imaginer combiner le FHE avec le ZK pour créer le ZK FHE, donc une blockchain avec à la fois la scalabilité du ZK et à la fois la confidentialité du FHE. À ça, on peut aussi ajouter la technologie MPC pour Multi-Party Computation, qui va pour vulgariser permettre d'ajouter un degré de décentralisation. En gros, on va avoir le FHE pour la confidentialité des données, le ZK pour prouver l'intégrité des données et améliorer la scalabilité, et on va avoir le MPC pour ajouter une couche de décentralisation à tout ça. À terme, c'est fort possible que ces 3 technologies finissent par fonctionner ensemble. On peut voir sur ce tableau que ces 3 technos ont leurs avantages et leurs limites, et donc en fonctionnant ensemble, elles peuvent se compléter pour combler les failles de chacune et créer un système très sécurisé, scalable et confidentiel. D'ailleurs, Zama travaille déjà sur des systèmes pour allier ces 3 technologies, et plus particulièrement sur comment faire du ZK FHE, ou plus précisément du Verifiable FHE. On peut noter par exemple que la FHE-VM de Zama fonctionne actuellement avec des preuves ZK et avec un protocole MPC. Et bien sûr, tout ça participe à encore élargir davantage les possibilités d'utilisation de ces technologies. Et ça tombe bien, car on va maintenant se pencher sur les cas d'utilisation du FHE. Pour se rendre compte du nombre de nouveaux cas d'utilisation niveau blockchain que le FHE permet, il suffit de se demander quels sont les sites web et applications web 2 que vous utilisez dans lesquels il y a des données privées. Vos réseaux sociaux, il y a des données privées. Vos applications bancaires, il y a des données privées. Doctolib et compagnie, il y a des données privées. Et je peux continuer comme ça encore longtemps. Et bah tout ça, c'est autant de nouveaux cas d'utilisation blockchain qui peuvent être débloqués grâce à la technologie FHE de Zama, et on va en passer en revue quelques-uns qui sont vraiment intéressants. On peut commencer par un cas d'utilisation assez simple à comprendre, qui est pertinent dans le monde actuel, mais aussi dans le Web 3. Dans la vraie vie, on est obligé de se déplacer pour aller voter, et derrière on n'est pas garanti qu'il n'y a pas des trucages ou des failles de sécurité. Bah avec la blockchain, on pouvait déjà résoudre ce problème, sauf que tout le monde pouvait voir qui avait voté pour qui, donc c'était inutile. Par contre avec le FHE, on peut rendre ces votes confidentiels, et donc potentiellement maintenant on pourrait faire des élections sur la blockchain. Et ça, on peut le tester dans le Web 3 dès à présent avec les DAO, les organisations autonomes décentralisées. Car rendre les votes de ces DAO confidentiels, ça pourrait empêcher certains conflits d'intérêts et des votes complètement biaisés, car tout le monde peut savoir pour qui telle adresse à voter. Et donc ça fait que parfois, on vote juste pour être dans le sens du vent. Ensuite, on a le domaine de la santé, car clairement, personne n'a envie de dévoiler ses informations personnelles à ce niveau. Aujourd'hui, il y a des algorithmes de machine learning qui permettent de faire des diagnostics médicaux ou même des prévisions de maladies. Donc si on envoie son test ADN pour savoir si on a des chances d'avoir une maladie grave par exemple, on n'a peut-être pas envie que la Terre entière puisse être au courant, et donc on pourrait chiffrer ces données grâce au FHE. Après bien sûr, le cas d'utilisation le plus évident dans le Web 3, c'est du côté de la DeFi. La quasi-totalité des solutions de confidentialité dans la blockchain aujourd'hui, c'est pour rendre des transferts d'argent confidentiels, pour ne pas savoir qui est qui et qui a combien d'argent. Ça c'est vraiment la base. Personne n'a envie que tout le monde sache combien il a sur son compte en banque ou sur son wallet. Et personne n'a envie que tout le monde puisse savoir les transferts d'argent qu'il fait. Donc dans le Web 3, on a vraiment besoin du FHE pour enfin avoir une solution qui nous accorde de la confidentialité dans ce domaine, tout en étant conforme niveau régulation. Et puis ça permettrait aussi aux institutions traditionnelles d'aller sur des blockchains publiques, car ce type d'acteur a catégoriquement besoin de confidentialité. Et on pourrait imaginer tout un tas d'autres exemples d'utilisation, comme le fait que les entreprises pourraient émettre leurs fiches de paye sur la blockchain, ou qu'on puisse faire des factures sur la blockchain, etc. etc.
Donc le vote, la santé et les finances, c'est vraiment 3 secteurs où c'est hyper clair pour tout le monde qu'on a besoin de confidentialité. Et un autre cas d'utilisation qui pourrait être très utile, voire nécessaire dans ces domaines, et même pour tous les cas d'utilisation de manière générale, c'est le sujet de l'identité décentralisée. Car le vote ou la fiche de paie, c'est précisément des exemples d'utilisation où on a fondamentalement besoin d'identité décentralisée. Cette identité décentralisée, qu'on appelle DID, pour Decentralized Identity, ça va être le fait de chiffrer grâce au FHE les données de ton KYC, donc âge, nom, nationalité, etc. Et ça pareil, ça ouvre un éventail de possibilités complètement dingue. Un exemple un peu bateau, ça peut par exemple être pour prouver qu'on a bien 18 ans pour entrer sur un site pour adultes. On pourrait se dire que c'est aussi possible de faire ça avec le ZK, mais c'est juste beaucoup plus complexe, moins élégant, et surtout pas composable entre différents smart contracts, entre différentes blockchains. Cette DID à la sauce FHE, ça garantirait aussi d'avoir un système résistant aux attaques civiles, donc résistant aux personnes qui farment des airdrops avec 150 wallets différents, car ça donnerait la possibilité d'associer un wallet à une personne sans révéler aucune information. Dans un monde où l'IA prend de plus en plus d'ampleur, ça va devenir un sujet et une problématique absolument majeure de pouvoir distinguer ce qui a été fait par un humain ou pas. Et ça pareil, on peut imaginer que ça serait rendu possible en partie grâce au FHE. Et pour aller plus loin, on peut même imaginer qu'on pourrait fournir des informations financières sur notre DID, donc combien on gagne, quel est notre patrimoine, pour qu'on puisse ensuite faire des prêts comme à la banque. Donc des prêts qui ne seraient pas surcollatéralisés comme dans la DeFi actuelle, car on sera en mesure de fournir les mêmes garanties qu'on fournit à notre banquier, mais de manière confidentielle, décentralisée sur la blockchain. Et ça permettrait potentiellement à beaucoup plus de gens d'emprunter, avec beaucoup moins d'intermédiaires, etc. Faut savoir que ce dont je viens de parler par rapport à la DID, surtout par rapport aux problématiques en lien avec l'IA, c'est en partie ce qu'essaye de faire WorldCoin avec son World ID. WorldCoin, c'est quand même un projet très big, fondé par Sam Altman, le même fondateur qu'OpenAI. Et eux, ils se concentrent beaucoup là-dessus. C'est pour dire à quel point le sujet de l'identité décentralisée est importante, et à quel point ça serait fou que la technologie FHE soit une solution à ça. Pour revenir à d'autres cas d'utilisation plus légers, mais pas des moindres, on peut parler de la tokenisation d'actifs, car c'est un des secteurs les plus porteurs de la crypto actuellement. En fait, il y a plein d'actifs qu'on ne peut pas tokeniser sur la blockchain, car ils comportent des informations confidentielles, comme les fonds privés, les VC, les private equity, etc. Et donc le FHE encouragerait la tokenisation de nouveaux types de real world assets. Ensuite, on peut aussi parler du gaming, car quand on y pense, dans la plupart des jeux vidéo, ou même dans les jeux de société, on a besoin d'avoir des données gardées secrètes à certains moments. L'exemple le plus évident pour ça, c'est le poker. Imaginez un poker où tout le monde connaît les cartes de tout le monde, ça n'aurait aucun sens. Et dans les jeux vidéo, c'est pareil. Si on prend un Among Us, un Hearthstone, ou même un League of Legends, il y a des éléments qui sont tenus secrets des adversaires. League of Legends sur la blockchain, c'est clairement pas pour tout de suite. Après, de toute façon, ça n'aurait pas d'intérêt de mettre le gameplay d'un jeu comme ça sur la blockchain. Mais un jeu simple, tour par tour, comme le poker, c'est maintenant faisable on-chain grâce au FHE. Et les jeux d'argent seraient aussi concernés, ce qu'on appelle le gambling, car même si c'est pas forcément ce que je préfère, force est de constater que l'être humain adore le casino, et les crypto-bros n'échappent pas à cette règle. Et puis je vous ai expliqué que Zama s'était spécialisé dans les domaines de la blockchain, mais aussi de l'IA. C'est d'ailleurs pour ça que leur URL finit par .ai. Donc Zama cible aussi des cas d'utilisation qui touchent au machine learning, à l'entraînement de modèles, à l'inférence de modèles, etc. D'ailleurs, on pourrait aussi allier cette technologie avec le zero knowledge pour faire du zero knowledge machine learning confidentiel. Mais Zama va d'abord devoir surmonter un obstacle assez grand avant de pouvoir faire ça, qui est le fait qu'aujourd'hui, le FHE n'a pas encore un niveau de scalabilité nécessaire pour des cas d'utilisation de machine learning grand public. Ça nécessitera du matériel informatique spécialisé, mais on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Et pour finir, comme mentionné plus tôt dans la vidéo, ça pourrait plus ou moins rendre obsolète le concept de blockchain privée, car tous les bénéfices d'avoir une blockchain privée pourraient être obtenus sur une blockchain publique grâce au FHE. Et ça pourrait donc encourager des institutions et des entreprises à aller sur des Ethereum, des Avalanche, des Solana, mais bon forcément, ça prendra un peu de temps avant d'y arriver. Avant ça, on va avoir tout un tas d'acteurs Web3 qui vont s'emparer de cette technologie pour construire des solutions, et c'est justement ce dont on va parler tout de suite. Je tiens à préciser que tous les projets que je vais présenter dans cette partie utilisent la technologie de Zama, car je rappelle que c'est vraiment Zama qui a permis au FHE d'être utilisable sur la blockchain, donc sans Zama, il n'aurait même pas pu exister. Et on va s'intéresser à 4 projets en particulier, car ce sont eux qui ont décidé en premier de construire des solutions autour des technologies de Zama, et qui ont atteint un stade de maturité qui leur ont permis de lever des fonds. Un des pionniers du Web3 à avoir utilisé le FHE, c'est Phoenix, un layer 2 du type Optimistic Rollup sur Ethereum. Le but de Phoenix, c'est de permettre aux développeurs de concevoir des applications qui utilisent la puissance du FHE et du calcul sur des données chiffrées pour des cas d'utilisation comme de la DeFi confidentielle, du vote confidentiel, de la DID, de l'IA qui préserve la vie privée, etc. En gros, les cas d'utilisation qu'on a vu juste avant.
Récemment, ils ont aussi annoncé leur FHE coprocessor en partenariat avec Eigenlayer. C'est une solution qui mêle l'architecture de roll-up FHE de Phoenix avec la sécurité économique d'Ethereum via Eigenlayer. Et ce FHE coprocesseur va donc faciliter l'intégration de la techno FHE de Phoenix dans n'importe quelle application, tout en supprimant la période de 7 jours de contestation des preuves de fraude de leur optimistic rollup. On peut quand même noter que Phoenix a été fondé par l'ancien directeur du FHE chez Intel, ce qui est déjà assez ouf, mais aussi par l'équipe du projet Secret Network, qui est un des projets blockchain les plus anciens et les plus expérimentés côté confidentialité. Donc l'équipe est vraiment ultra crédible. En plus de ça, ils ont levé 7 millions en seed l'année dernière auprès de Multicoin Capital. Un des autres précurseurs de l'utilisation de la tech de Zama, c'est Inco, mais contrairement à Phoenix, ce n'est pas un layer 2, mais c'est un layer 1 qui se veut modulaire et interopérable pour apporter les primitives du FHE à travers la FHEVM à n'importe quelle application du Web3. L'infrastructure d'Inco est basée sur le Cosmos SDK, donc le kit de développement de Cosmos, et ils utilisent aussi Eigenlayer pour bénéficier de la sécurité économique d'Ethereum. Leur but, à travers leur architecture modulaire, c'est d'offrir la possibilité à tout l'écosystème Ethereum, à ses layer 2, mais aussi à des Solana, des Avalanche, de pouvoir construire des applications et protocoles qui utilisent les solutions de confidentialité d'Inco. Et cette interopérabilité, ils la doivent à des bridges natifs, au protocole IBC et à des intégrations avec des protocoles comme Hyperlane. Ils ont des profils très prometteurs dans leur équipe. D'ailleurs, je remercie le fondateur pour avoir lancé son podcast FHE On-Chain qui m'a aidé à faire cette vidéo. Et on peut noter qu'ils ont tout de même levé 4,5 millions de dollars en début d'année. Le troisième projet à l'initiative de l'utilisation des librairies de Zama, c'est Privacy. Privacy, c'est tout d'abord une solution d'identité digitale qu'ils ont appelée I'm Human. Et donc ils ont développé une application dispo sur Android et bientôt sur App Store qui permet de prouver qu'on est un humain. Un peu à la WorldCoin dans l'idée, mais forcément avec toutes les données chiffrées grâce au FHE. Mais Privacy, c'est aussi et surtout un réseau d'épines qui a pour but d'offrir des solutions qui permettront de répondre aux défis liés à la confidentialité des données dans l'IA. Et donc pour ça, ils utilisent le framework ConcreteML de Zama. Vous pouvez voir que l'architecture de ce réseau est assez élaborée, et dans ses composants principaux, on va retrouver une librairie, une API, un kit pour les smart contracts, un environnement d'exécution, et tout ça se base bien sûr sur des techno FHE. Privacy a été fondé par l'ancien CEO et des membres de Nulink, un projet qui développe des solutions de confidentialité grâce aux ZK. Mais visiblement, certaines personnes de Nulink ont compris que le vrai endgame de la confidentialité, c'était le FHE. Donc ils se sont barrés, un peu comme les anciens de Secret Network qui ont monté Phoenix au final. Et l'équipe de Privacy, ils ont réussi à lever 5 millions de dollars il y a très peu de temps auprès de Binance Labs. Pour finir dans les projets un peu précurseurs de tout ça, on peut citer Mind Network. Mind Network, c'est un projet qui a développé plusieurs produits autour du FHE, mais leur produit principal c'est MindLayer, qui est une solution de restaking FHE pour les réseaux IA et d'épines. Vous pouvez voir ici leur architecture. En gros, leur framework fonctionne comme un réseau de validation qui utilise le FHE pour justement apporter des propriétés FHE à des réseaux en POS, que ce soit des subnets de BitTensor, des AVS d'Eigenlayer ou des réseaux comme IOS ou Ionet. Et niveau levée de fonds, le projet a récolté 2,5 millions de dollars l'été dernier auprès de Binance Labs. Dans les mentions honorables, on peut aussi citer Shiba, oui Shiba le shitcoin, dont certains devs ont lancé le projet Threads, qui a pour but d'amener la techno FHE sur la blockchain Shiba. Et c'est pas des guignols, car ils ont tout de même réussi à lever 12 millions de dollars pour ça. Après, dans les projets très early qui ont du potentiel, on peut aussi mentionner Sunscreen qui veut faire de l'IA, on a Octra qui veut faire un réseau pour le FHE, et puis on a Fermas qui veut faire des recherches dans le FHE en utilisant les mathématiques. Donc à mon avis, il doit y avoir de sacrés cerveaux dans la team pour faire un truc pareil. Vous vous demandez peut-être si tous ces projets ont des tokens. Si c'est le cas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai prévu d'en parler dans la dernière partie. Aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée où je creuse un peu plus quelques projets FHE en particulier. Si j'ai voulu faire une vidéo aussi complète sur le FHE et sur Zama, c'est vraiment pour que vous compreniez au mieux l'importance de cette nouvelle primitive cryptographique. Je suis pas cryptographe, mais de mon humble compréhension du FHE, c'est vraiment une technologie de rupture qui a le potentiel de non seulement apporter la brique manquante essentielle au Web3, mais en plus de ça révolutionner certains secteurs du Web2. Comme on a vu, Zama et tous les projets qui utilisent leur technologie soutiennent fermement la vision comme quoi le FHE pourrait être déployé à l'échelle d'Internet. Ils veulent vraiment faire en sorte de passer du HTTPS au HTTPZ et que ce ne soit pas juste un bel argument marketing. Et pour appuyer tout ça, on a les plus grosses entreprises tech du Web 2, donc des Google, Nvidia, IBM et compagnie, qui font des recherches et développent des solutions dans ce domaine. Et on peut même noter que Vitalik Buterin s'était intéressé à cette technologie en 2020 en publiant un article dans lequel il partageait ses réflexions et où il expliquait un peu les mathématiques derrière le FHE. D'ailleurs, il a récemment réexprimé son enthousiasme pour le FHE lors d'une conférence il y a quelques semaines. Si vous avez dormi pendant la vidéo, je rappelle que le FHE, c'est une technologie qui permet de faire des calculs sur des données chiffrées. Ça peut paraître à la fois simple à dire et compliqué à comprendre, mais comme on a vu, cette technologie peut vraiment avoir un impact majeur dans la plus grosse industrie au monde, que ce soit la finance, la technologie,
l'écologie, la santé, et qui peut donc avoir un nombre de cas d'utilisation immense. C'est clairement pas juste une technologie pour envoyer de l'argent à ton pote sans que tout le monde puisse savoir combien t'as envoyé, même si ça sera sûrement un des premiers cas d'utilisation concrets. Aujourd'hui, les solutions de Zama composent selon moi de loin la meilleure stack technique pour avoir des smart contracts avec des propriétés de confidentialité, bien devant les solutions ZK, les mixeurs et même les autres solutions de FHE. Et je le répète, un élément primordial dont pour moi il faut aussi se rappeler, c'est que c'est une techno de confidentialité certes, mais qui pourrait parfaitement assurer la conformité réglementaire. Actuellement, aucune des technos Web3 qui incluent des fonctionnalités de confidentialité ne conviennent aux régulateurs, car aucune ne peut garantir de leur fournir les données qu'ils veulent. Honnêtement, à cause de ça, je commençais vraiment à me détourner des solutions de confidentialité sur la blockchain. Mais le FHE a tout changé, sinon j'en aurais pas fait une vidéo aussi longue. Après, on va pas se mentir, faut garder en tête que la majorité des gens s'en contrefoutent de la confidentialité des données, il y a quasiment personne qui s'intéresse à des outils de protection de la vie privée, et l'écrasante majorité des gens ne seraient pas prêts à payer un service qu'ils avaient avant gratuitement, juste pour rajouter une couche de confidentialité. C'est pour ça que je suis hyper aligné avec l'approche de Zama, qui consiste à dire que leur techno est destinée à être invisible, à être intégrée par défaut dans les sites web et les applications, limite car il y aurait des lois qui l'auraient imposé. Les gens n'ont pas besoin d'avoir à comprendre ça, tout comme les gens n'ont aucune idée de quel protocole ils utilisent quand ils sont sur internet. C'est pour ça que Zama propose des solutions, des librairies, des outils spécifiquement pour les développeurs. Et voilà, Zama, comme on a vu, ce sont vraiment eux qui ont permis tout ce dont on a parlé dans cette vidéo. C'est grâce à des fondateurs ultra solides et une équipe de fous composée de dizaines de chercheurs en FHE. Le peu de concurrence qu'ils ont est minime et très loin derrière eux. Ils ont déjà apparemment en plus des dizaines de clients, avec des contrats à plusieurs millions, car oui, le business model de Zama du coup, c'est du B2B. On peut aussi noter que dans un podcast, le cofondateur a laissé comprendre qu'il y avait des projets du top 10 crypto qui voulaient intégrer du FHE. J'ai fait un tweet dans lequel je spéculais que c'était peut-être Solana ou Polkadot, en partie car les fondateurs de ces projets étaient investisseurs de Zama, et le cofondateur de Zama m'a d'ailleurs répondu avec un smiley bouche cousue, donc bon, on en saura sûrement plus d'ici peu. Évidemment, aucune technologie n'a pas ses limites, ou en tout cas certains challenges à relever, surtout pour une techno aussi jeune d'un point de vue maturité de mise en production. Donc Zama et les projets Web3 FHE ont sûrement encore quelques enjeux à traiter, mais qui sont sûrement beaucoup trop techniques pour que je puisse vous les expliquer. Après, on peut aussi revenir sur la conformité réglementaire, car dans la théorie, le FHE ça peut permettre des applications avec de la confidentialité qui sont validées par les régulateurs. Mais dans les faits, il n'y a rien qui est encore fait, donc rien ne certifie que les régulateurs ne mettront pas des douilles pour X ou Y raison. Ensuite, comme on a vu, la vision de Zama est hyper ambitieuse, peut-être même trop ambitieuse. En fait, j'ai un peu l'impression que le FHE, c'est soit dans 10 ans c'est une techno déployée à l'échelle d'internet, soit c'est un semi-flop. Donc voilà, il y a certainement tout un tas de facteurs qui pourraient empêcher à cette techno de devenir un standard d'internet. Mais le challenge majeur que devra surmonter Zama avec la techno FHE, c'est le fait d'arriver à améliorer sa scalabilité. On en a aussi un peu parlé dans cette vidéo, les calculs homomorphes sont des calculs qui nécessitent énormément de puissance de calcul. On a fait des progrès au cours des dernières années pour améliorer la rapidité du FHE, et l'équipe de Zama a fait un travail de fou pour contribuer à ça. Mais ils doivent continuer ce travail, car sans ça, la techno FHE ne pourra jamais être adoptée pour des cas d'utilisation mainstream. Le FHE ne pourra jamais être adopté dans des applications d'IA par exemple, car ça coûterait juste beaucoup trop cher et ça serait hyper lent. Selon le cofondateur de Zama, il faudrait encore un facteur de 100 à 1000 d'accélération pour pouvoir utiliser le FHE sur ChatGPT par exemple, sans que ça prenne 2 heures pour te répondre. Et donc pour arriver à ça, on aurait besoin de matériel informatique spécialisé pour faire du FHE. Tout comme on a des entreprises comme Grok qui développent des LPU qui sont des puces spécialisées pour les LLM, donc des modèles de langage qui servent à faire de l'IA, tout comme on a des ASICs qui sont des puces spécialisées pour faire du mining de Bitcoin, on aurait besoin de puces spécialisées, optimisées pour le FHE. Et donc avant que ce matériel ne soit disponible, il faut bien compter quelques années, peut-être 2-3 ans. Donc on pourrait commencer à avoir une réelle adoption du FHE pour des cas d'utilisation blockchain en 2025, mais il faudrait attendre peut-être 2027 pour des cas d'utilisation d'IA mainstream. Et puis on peut aussi noter que la réduction du coût et l'augmentation de la puissance de calcul du matériel informatique nécessaire pour faire du FHE est aussi essentielle d'un point de vue décentralisation. Car aujourd'hui, les nœuds FHE ne peuvent tourner que dans des gros data centers, c'est impossible de faire tourner un nœud validateur de chez soi. Mais malgré ce challenge colossal, je reste très optimiste. Maintenant, on peut aborder la question que se pose sûrement la plupart d'entre vous, mais comment on investit dans ce foutu narratif ? Je tiens à souligner que le but du FHE, c'est d'être adopté dans de très nombreux domaines, et donc à ce stade, ça n'aurait plus de sens de parler de narratif, car cette tech deviendrait juste un standard de base. Ce que j'essaye de dire, c'est que là on va peut-être avoir 1 ou 2 ans de spéculation sur les projets qui intègrent le FHE, car ce sera le début, il y en aura peu, et le terme FHE sera le nouveau buzzword. Mais peu à peu, tout comme pour le ZK, ça sera une techno tellement répandue que ça n'aura plus de sens de spéculer sur un projet uniquement parce qu'il fait ça. Après je suis pas devin, ce n'est que mon avis. Et puis en attendant ça, le FHE peut comme j'ai dit avoir son heure de gloire, surtout
surtout si le Twitter US commence à s'emparer du sujet. Mais en attendant que le FHE devienne très répandu, si ça arrive un jour, on va essayer de comprendre s'il y a des façons de s'exposer financièrement à ce narratif. Alors déjà, je préfère vous prévenir d'avance, le projet Zama n'a absolument pas la volonté ni même le besoin de lancer un token. Zama ce n'est pas une blockchain, c'est une boîte de la deep tech qui est spécialisée dans la recherche autour du FHE avec un business model B2B. Donc clairement aujourd'hui, avoir un token n'aurait pas vraiment de sens pour eux. Et même s'ils voulaient, leur token ne pourrait pas servir à payer les frais de gaz car ils n'ont pas de blockchain, ils ne pourraient donc pas non plus s'en servir comme une récompense de stacking, et ils n'ont pas non plus un grand intérêt à en faire un token de gouvernance. Zama n'aura donc sûrement jamais de token, désolé, moi aussi je suis déçu. Par contre, les autres projets dont j'ai parlé dans la partie écosystème qui utilisent la tech de Zama, eux ce sont bien des projets blockchain qui auront sûrement un token. Après, aucun de ces tokens n'est encore disponible car ces projets sont encore en phase de développement. Pour Privacy par exemple, on peut voir sur le CryptoRank du projet quelques screens qui sortent de je sais pas d'où, mais qui montrent la distribution de tokens, et puis on peut aussi voir un screen de la roadmap avec une sortie du token pour le Q3 2024. Pour le projet Phoenix, on peut juste voir qu'ils ont déjà leur page sur CoinMarketCap et que sur le site ICO Drop, il y a quelques screens, dont un qui indique le lancement du mainnet début 2025, ce qui annoncerait aussi la sortie de leur token. Pour les projets Inco et Mine Network, j'ai trouvé zéro info par rapport à un potentiel token, mais bon, je pense qu'ils en auront un. Enfin si, j'ai vu après le tournage que Mine Network célébrait leur Incentivized Testnet sur Twitter, ce qui veut dire qu'ils ont incité les utilisateurs à venir tester leur solution en les récompensant pour ça. Donc ils auront très certainement un token. Mais voilà, comme vous pouvez voir, c'est des infos à prendre avec des pincettes, car ça vient pas forcément de source officielle, et de toute façon, même quand ça vient de source officielle, ça peut être amené à changer. Donc oui, aujourd'hui, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais c'est normal vu le stade de maturité de cette technologie. Après, vous pouvez aussi spéculer sur les grosses blockchains qui intégreraient le FHE avant les autres. Comme a dit le cofondateur de Zama, il y a des blockchains du top 10 qui vont passer à l'action. Mais si on veut avoir une vraie longueur d'avance sur la masse en se positionnant sur ce narratif, il va falloir être à l'affût des opportunités d'airdrop des projets FHE, voir s'il n'y a pas des testnets à farm comme avec Mine Network, ou si on peut pas participer à des campagnes Galaxy comme avec Privacy. Donc si vous voulez suivre l'avancée de ces projets, les sorties de leurs tokens, savoir s'il y a des opportunités d'airdrop, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, j'essaierai de vous tenir au courant de tout ça. Et vous connaissez la musique, rien de ce que j'ai pu dire dans cette vidéo ne constitue un quelconque conseil en investissement. Je rappelle également que je ne suis absolument pas cryptographe ou spécialiste en FHE, donc il y a peut-être des imprécisions ou des erreurs dans la vidéo. Comme vous pouvez vous en douter, cette vidéo m'a vraiment pris énormément de temps à faire. Donc si elle vous a intéressé et que vous voulez soutenir mon travail, je vous invite vraiment à essayer de lui donner un maximum de force avec un petit like, un petit commentaire, en vous abonnant à ma chaîne Victor.crypto et en partageant la vidéo à vos potes ou même sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me tag si vous faites ça. Merci grandement à ceux qui le feront et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'était Victor, à la prochaine.